Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Voici les titres de ce journal. Lutte contre le trafic de faux médicaments en Guinée. Une importante quantité de produits vient d'être saisie par les autorités. Une partie est incinérée et nous en parlons dans un instant avec l'invité du journal, le ministre de la Santé. Recensement national de l'agriculture et de l'élevage, plus de 440 agents sont sur le terrain. Ils vont sillonner les différents périmètres agricoles du pays, récolter les données pour mieux planifier les investissements dans ce secteur. Et enfin, nous parlerons de la lutte contre la pauvreté extrême dans le pays. Une mission du Fonds de développement social et de l'indigence est à Lola. C'est pour aider les populations vulnérables à faire face aux difficultés du quotidien. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ces messages départ. De Conakry à son Excellence, M. Joao Lourenço, président de la République d'Angola, Luanda. Monsieur le Président, c'est avec une vive émotion et une grande tristesse que nous avons appris la disparition de son Excellence, M. José Eduardo dos Santos, ancien président de la République d'Angola, à l'âge de 79 ans. Le peuple angolais vient de perdre un illustre fils, un grand patriote qui a aimé et valablement servi. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement guinéen, ainsi qu'à mon nom propre, vous traduire personnellement au peuple angolais et particulièrement à la famille de l'illustre disparu mes condoléances les plus émues. Tout en vous assurant de ma totale compassion, je vous prie de recevoir, Excellence, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération. Conakry, le 8 juillet 2022, colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. De Conakry à son Excellence, Monsieur Abdelmazid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire Alger. Excellence, Monsieur le Président, la commémoration du 60e anniversaire de l'accession de votre pays à la souveraineté nationale m'offre l'occasion de vous adresser les sincères et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée, de son gouvernement ainsi que les miennes propres. Je voudrais à cette heureuse occasion rendre un hommage appuyé aux dignes fils et filles algériens qui, au prix de leur sang, ont lutté pour la cause de l'indépendance de votre nation. En cette heureuse circonstance, je voudrais également vous rassurer de ma détermination à œuvrer de concert avec vous pour le renforcement et la diversification des traditionnels liens d'amitié, de fraternité, de solidarité et de coopération existants si heureusement entre nos deux pays. En vous formulant mes vœux ardents
de santé et de plein succès dans l'exercice de vos hautes et exaltantes fonctions d'État. Je vous prie de croire, Excellence, Monsieur le Président, en l'assurance renouvelée de ma haute considération. Signé Colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Nous allons parler maintenant des échos de la session ordinaire du Conseil des ministres. La rencontre a été présidée par le chef de l'État. Plusieurs questions ont été débattues pour l'occasion. Et voici un extrait du compte-rendu du Conseil avec le ministre porte-parole du gouvernement. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 7 juillet 2022 de 10h à 12h sous la haute autorité de son Excellence Monsieur le Président du CNRD, Président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Message de son Excellence Monsieur le Président de la transition, compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 5 juillet 2022, décision du Conseil des ministres, divers. Message de son Excellence Monsieur le Président de la transition. Le message de son Excellence Monsieur le Président de la transition, Président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, a porté essentiellement sur les inondations. Le président de la transition a regretté avoir constaté les dégâts matériels importants causés par des pluies diluviennes qui se sont abattues lundi dernier sur Conakry. Outre l'origine naturelle, le chef de l'État a aussi signalé les comportements néfastes et inciviques de certaines personnes sur l'environnement à travers les jets anarchiques des ordures dans les caniveaux, empêchant l'évacuation normale des eaux. Le président de la transition a, dans la même communication, instruit les ministres de l'administration du territoire, de l'urbanisme, de l'environnement, de la sécurité, de la défense et de la santé à prendre dans un bref délai toutes les dispositions pour apporter des solutions idoines à cette problématique. Compte rendu du Conseil interministériel. Au titre des communications, Madame la ministre de l'Information et de la Communication, assurant l'intérim de Madame la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, a fait une communication relative aux difficultés ou problématiques rencontrées par l'Agence nationale de digitalisation de l'État dans le cadre de ses missions et apporté quelques pistes de solutions. La ministre a rappelé toute l'importance que revêt la digitalisation des services de l'État, à savoir qu'elle contribue à une meilleure gouvernance, assure une évidente transparence et favorise un meilleur suivi et évaluation du point de vue politique, social et économique, mais aussi et surtout qu'elle permet de créer les conditions d'une accélération du développement et de la transformation sociale et économique de la République de Guinée. Le ministre du Travail et de la Fonction publique a fait une communication relative aux résultats obtenus à mi-parcours dans le cadre de l'assainissement du fichier de gestion administrative, notamment sur l'organisation des missions spontanées de contrôle, de présence et de dossiers au niveau des services centraux et déconcentrés en vue de détecter, de corriger les anomalies et les irrégularités dans le fichier de gestion administrative, décès en activité non déclarée, abandon de poste, doublon et double mandatement. Le recours aux fichiers natifs de 1985 et de 1990 pour détecter les cas dissimulés d'agents ayant atteint l'âge de la retraite. L'annulation systématique de tous les cas de compensation, la détection et la suppression de tous les cas de primes indues dans le fichier général, le contrôle physique des fonctionnaires non postés en vue de procéder à leur déploiement dans les services déconcentrés pour combler les postes vacants. Les ministres du secteur de l'éducation ont fait une communication conjointe relative au plan stratégique de l'éducation pour la période 2022-2025. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a, au nom de ses collègues des 3 départements du secteur de l'éducation,
informer que ce plan stratégique consacre la volonté politique du CNRD et de son président, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya. Le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, ainsi que du gouvernement, d'accorder une priorité accrue au secteur de l'éducation, de la formation et de la recherche pour consolider l'approche sectorielle en vue de contribuer à un développement du système éducatif. Et puis je le disais tout à l'heure au sommaire, c'est un grand coup qui vient d'être réussi par les forces de défense et de sécurité. Plus de 200 conteneurs de faux médicaments viennent d'être saisis au port autonome de Conakry. On en parle dans un instant avec le ministre de la Santé, mais une partie de ces produits impropres à la consommation a été incinérée à Koya en présence des autorités civiles et militaires. Adjudant Omar Kamara, correspondant de la presse militaire. C'est le début de l'opération d'incinération de médicaments contrefaits saisis au port autonome de Conakry. Sur ce site situé à Kouria, dans la préfecture de Koya, plus de 220 conteneurs de produits impropres à la consommation seront acheminés et brûlés. Les auteurs seront poursuivis, d'autres sont déjà arrêtés. L'importation illicite des produits pharmaceutiques, l'exercice illégal de la pharmacie, le transport illégal et la contrebande de produits pharmaceutiques constituent des atteintes graves à la santé publique. Les produits pharmaceutiques doivent retourner dans les officines. Les produits pharmaceutiques ne sont pas une marchandise. C'est un élément de santé. Toute personne qui manipulerait ces produits dorénavant, toute personne qui s'immixerait dans les fonctions de la pharmacie sera interpellée, entendue sous procès verbal et déférée au parquet. Si les preuves sont retenues contre lui, il sera condamné conséquemment. Soyez rassurés que ce volet d'ordre sécuritaire sera 100% assuré. Il n'y aura aucune passion dans cette enquête, mais aussi pas de complaisance. Tous ceux qui savent de près et de loin qu'ils ont été associés à cette importation illégale ou qui continuent à trafiquer dans les marchés ces produits impropres à la consommation, sachez qu'après ce site, vous aurez très bientôt affaire avec la gendarmerie. Pour limiter l'importation de faux médicaments dans le pays, afin de préserver la santé de la population guinéenne, les autorités de la transition appellent à la synergie d'action de tous les citoyens. Toute la population guinéenne doit se mobiliser pour qu'on travaille ensemble pour pouvoir apporter la santé et le bien-être aux Guinéens. Les mesures qui sont prises par le CNRD pour assainir le secteur du médicament en Guinée ne sont pas des mesures qui sont prises contre un Guinéen, un groupe de Guinéens ou l'intérêt de quelques Guinéens. Ce n'est pas du tout ça. Ce sont des mesures qui sont prises pour promouvoir la santé et le bien-être de tous les Guinéens. En ce jour béni de vendredi et aussi jour d'Arafat, je voudrais implorer la puissance de Dieu pour qu'il continue à veiller sur la Guinée, à veiller sur le CNRD et son président, et à faire que cette lutte qui a commencé aujourd'hui ne s'arrête plus jamais jusqu'à la victoire finale. Cela m'amène naturellement à appeler au Rassemblement national pour faire face à ce fléau. C'est une mafia systémique que nous sommes en train de combattre. Le président de la transition y tient. Il faudrait que les gens se rassurent par rapport à ça. Et encore une fois de plus, la lutte doit continuer. Et que Dieu fasse que cette opération réussisse et qu'elle aboutisse à la libération de la Guinée de tous les produits toxiques ou impropres à la consommation. Laisser la vente des médicaments aux professionnels de santé est le défi des nouvelles autorités de la transition. La saisie de ces faux médicaments relance le combat contre la circulation et la vente illicite des produits pharmaceutiques en Guinée. Et sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre un peu plus encore les réflexions sur ce sujet avec nous sur ce plateau, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Bonsoir, docteur Mamadou Pété Diallo. Bonsoir, monsieur Kamara. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, monsieur le ministre, plus de 200 conteneurs saisis au port autonome de Conakry. C'est une grande prise, d'autres parlons même de grande victoire. Qu'est-ce qui a permis de parvenir à ce résultat ? D'abord, monsieur Kamara, la volonté politique affichée du CNRD, l'instance suprême de notre pays, et de son président, le chef de l'État, chef suprême des armées et président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, qui ont décidé de se saisir de ce mal qui mine notre pays depuis des années. Cette volonté politique s'est traduite par la publication d'un communiqué et la mise en place d'un groupe pour guider ce travail.
le CNRD, dans son rôle d'impulseur et de catalyste de ce processus, a demandé les services techniques du ministère de la Santé, du ministère du Commerce, de la Direction générale des douanes, d'accompagner ce processus sous la supervision et le contrôle du procureur spécial près la CRIEF qui a apporté l'élément judiciaire. C'est l'ensemble de ce processus qui a abouti à cette saisie et à l'événement qui s'est passé aujourd'hui à Kouria, qui, M. Camara, je peux vous dire, est à la fois symbolique mais historique. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'il y a une volonté affichée, manifeste et publique de combattre ce fléau qui mine la santé de nos populations. L'acte que vous avez vu aujourd'hui à Kouria n'est que le début d'un processus qui aboutira à la soustraction de la circulation et du marché de plus de 200 conteneurs de médicaments contrefaits, impropres à la consommation et dangereux pour la santé de nos compatriotes. Je pense que vos téléspectateurs et tout le peuple de Guinée devraient se féliciter de cette opération. Et aujourd'hui, c'est un ministre de la Santé heureux que nous avons sur ce plateau. Très heureux, et si vos caméras me le permettent, je vais avoir un petit sourire, parce que c'est l'aboutissement d'un long combat, qui n'est pas simplement le mien. À côté de moi aujourd'hui, il y avait le doyen Manizé Collier, le responsable, l'un des plus anciens pharmaciens de Guinée, qui a passé toute sa vie avec ses collègues de l'Ordre national des pharmaciens, mais aussi le syndicat des pharmaciens et des grossistes importateurs, à lutter contre ce fléau. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement de leur combat. Je pourrais dire que moi, je ne suis que l'invité surprise, celui qui arrive au moment où toutes les étoiles s'alignent, et avec le soutien politique du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, et du CNRD, nous avons réussi cette victoire, et je suis content de faire partie de l'équipe qui a réussi ça. Et c'est donc la concrétisation des efforts fournis par les autorités de la transition dans la lutte contre le trafic de faux médicaments et surtout pour garantir la santé des populations. Quelles sont les perspectives à court, moyen et long terme dans la lutte justement contre ce fléau? Eh bien, M. Camara, à court terme, c'est la poursuite de cet effort. Aujourd'hui, l'acte qu'il y a eu d'incinération, c'est d'abord un acte symbolique. Il se poursuivra dans ces prochains jours jusqu'à ce qu'on retire du marché tous ces conteneurs. Et ensuite, nous allons continuer à renforcer la sécurité au point d'entrée sur le territoire, à savoir le port autonome de Conakry, les aéroports, mais aussi les frontières terrestres, pour empêcher tout retour de ces importations sauvages. Parallèlement, nous avons mis en place un système pour assurer à tous les Guinéens, et je veux le dire ici au nom du gouvernement de transition, l'approvisionnement régulier et pérenne en produits de santé de qualité. Les Guinéens n'ont pas à se soucier, des mesures ont été prises, il y aura des médicaments dans les pharmacies, dans les hôpitaux pour pouvoir répondre à leurs besoins pendant que nous luttons contre les contrefaçons. Et ensuite, M. Camara, pour le moyen et le long terme, nous avons pensé, suite à l'immersion gouvernementale, l'un des constats que j'ai fait en tant que ministre de la Santé, c'est que la plupart de nos parents, de nos populations à l'intérieur, n'ont pas accès à des officines pharmaceutiques. Leur seul recours, c'est le marché forain ou le marché hebdomadaire. Nous avons un programme au ministère de la Santé d'accompagnement à l'installation de jeunes pharmaciens qui souhaitent aller à l'intérieur du pays exercer leur métier. Et ensuite, nous travaillons avec la pharmacie centrale de Guinée et nos partenaires de la Banque mondiale, de l'OMS, pour pouvoir créer des points de vente où il y aura des médicaments importés par la pharmacie centrale de Guinée, contrôlés, et qui seront disponibles aux Guinéens à un prix raisonnable pour qu'ils évitent d'aller s'approvisionner dans la rue ou au marché. Monsieur le ministre, l'autre question qui focalise toutes les attentions ces derniers temps, c'est bien sûr la concession de l'hôpital national d'Onka. À ce niveau également, il y a plusieurs interrogations. Mais tout d'abord, monsieur le ministre, en quoi consiste cette concession? Eh bien, monsieur Camara, tout et son contraire a été dit sur la concession et l'hôpital d'Onka au cours des dernières semaines. Peut-être quelques vérités simples à l'endroit de nos compatriotes de la part du gouvernement de transition. Première vérité, l'hôpital national d'Onka n'est pas privatisé. Il ne sera pas privatisé. C'est un hôpital public, c'est un bien commun à tous les Guinéens, c'est un patrimoine de notre pays et d'une certaine façon un symbole de notre indépendance. Aucun gouvernement ne prendra la décision de privatiser un tel symbole. Deuxième vérité, l'hôpital a été mis en concession de gestion déléguée pendant une période de 5 ans. En termes simples, qu'est-ce que cela veut dire? Pendant 5 ans, il y aura un responsable qui va s'assurer que l'hôpital fonctionne normalement, que les toilettes sont bien nettoyées, que l'eau coule au robinet, que les blocs opératoires sont bien approvisionnés, que les médicaments existent, qu'il y a un système de restauration des malades. Toutes ces choses qui n'apparaissent pas mais qui font d'un hôpital un hôpital. Ensuite,
les médecins guinéens qui sont bien formés, qui vont faire le travail, eux vont s'occuper de ceux pour lesquels ils sont formés et payés, savoir soigner nos compatriotes. Le problème des hôpitaux de Guinée a été cet amalgame que nous avons fait depuis plusieurs années de confier des tâches de gestion hospitalière à des médecins. Aucun médecin n'est formé en gestion hospitalière, il est formé pour soigner. Il y a des gestionnaires hospitaliers. Malheureusement, en Guinée, nous ne les avons pas. Nous avons pris une société internationale dont le rôle est de venir en Guinée, aider à mettre en place ce système et former des Guinéens en leur passant la main graduellement pour qu'au terme de 5 ans, l'ensemble de la gestion de cet hôpital passe aux mains des Guinéens. Au moment où je parle, quand on parle de privatisation, il y a près de 800 staff et personnels à l'hôpital national d'Onka, parmi lesquels il n'y a que 15 personnels du concessionnaire, dont 5 Canadiens, dont un est un Guinéen binational, donc 4 Canadiens et un Guinéen binational, et 10 Guinéens recrutés par le concessionnaire pour travailler ici en Guinée. C'est ça le nombre d'expatriés qui est à l'hôpital, comparé à 800 Guinéens. Donc il n'y a pas de remplacement des Guinéens par des Canadiens. Il n'y en aura pas. Ensuite, autre vérité, c'est que nos compatriotes qui travaillent là-bas, M. Camara, ils doivent se rendre compte d'une chose. Aucun ne perdra son emploi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les transférer graduellement du camp Kamayen, dans lequel ils travaillent actuellement, vers l'hôpital d'Onka, au fur et à mesure que les services ouvrent. À l'ouverture, dans quelques semaines, il y aura 4 services. La radiologie, le laboratoire, la stomatologie, odontologie et l'imagerie. Tous ceux qui travaillent à l'hôpital du côté du camp Kamayen vont transférer, tous les fonctionnaires. Les bénévoles, les contractuels et nos compatriotes qui sont des stagiaires dans cet hôpital depuis plus de 15 ans, qui n'ont pas de contrat, qui n'ont pas de rémunération. Nous allons aussi les faire un test de placement. Nous allons les placer à l'hôpital, nous allons leur donner un statut, un salaire, un contrat. Et ensuite, moi, je vais plaider pour qu'ils soient intégrés à la fonction publique. C'est le minimum qu'on peut faire pour des compatriotes qui se sacrifient à servir notre pays depuis plus de 10-15 ans pour les uns et qui n'ont aucun contrat. C'est la promesse que je leur ai faite. Je suis en discussion avec eux. Je les regarde en face en disant personne ne perdra son travail. Et l'hôpital ne sera pas privatisé? Il n'est pas privatisé, il ne le sera pas. Il reste un bien public. Et un hôpital public, c'est un hôpital dont les tarifs sont étudiés pour correspondre au pouvoir d'achat des Guinéens. Ce qui va arriver, c'est que l'homme d'affaires riche de Conakry, qui roule carrosse, peut aller se soigner là-bas au même tarif que le paysan de Mali ou de Yomou, le transporteur de Kankan ou de Boké, l'artisan de Sigiri ou de Bofa. Ensuite, si l'homme d'affaires pense que les soins qu'il reçoit là ne sont pas assez bien, eh bien lui, il peut se faire évacuer en Tunisie. Mais au moins, tous les Guinéens vont être traités avec équité, avec des coûts qui sont abordables à tout le monde. Et peut-être autre chose, M. Camara. Aucun Guinéen ne sera plus rançonné et ne sera plus... on ne lui demandera pas de l'argent. C'est ce qu'on fait à l'hôpital. Ça veut dire quoi concrètement? Quand un Guinéen arrive, quand vous avez votre enfant qui est accidenté, votre femme qui saigne parce qu'elle doit accoucher, votre papa ou votre maman qui a une hypertension, ce n'est pas le moment pour qu'un médecin ou quelqu'un vienne vous demander 1 million ou 2 millions. Le rôle du médecin à ce moment, c'est de montrer du respect, de l'empathie pour votre souffrance, de vous soigner. Et une fois que vous avez fini d'être soigné, vous allez à la caisse commune et vous payez. Comme cela se fait partout ailleurs. Les médecins et le personnel soignant n'ont pas vocation d'encaisser de l'argent. L'hôpital public, comme l'hôpital d'Onka, n'est pas un lieu où on peut faire des pratiques privées. Si on veut travailler dans le privé, eh bien, il y a la médecine privée. On peut aller s'installer en privé. Mais l'hôpital public appartient à tous les Guinéens. Et ce que je promets, c'est que tout le monde sera traité équitablement. Et on trouvera là-bas des services qui feront que vous, moi, votre caméraman, vos téléspectateurs, personne de nous n'aura plus besoin de courir au Sénégal pour faire une radio. Ou d'aller en Tunisie faire un scanner. Tout ceci est disponible là-bas, à un coût qui est abordable pour nous tous, que l'on soit riche ou pauvre. C'est ça l'ambition du gouvernement de transition. Au-delà de toutes les discussions, c'est ça que l'on veut faire et c'est ça qu'on fera. Alors, monsieur le ministre, comment va se faire alors la cohabitation entre les concessionnaires, les responsables nationaux et surtout les travailleurs qui évoluent aujourd'hui au camp Kamayen? Eh bien, de la façon la plus simple. Ils ont des tâches différentes mais complémentaires. La direction générale de l'hôpital est composée de cadres guinéens de haut niveau nommés par le président de la République au poste de directeur et directeur adjoint et d'autres postes. À côté d'eux, il y a tous les chefs de service qui, dans un hôpital universitaire, sont des cadres mixtes de l'enseignement supérieur et de la santé. C'est ce qu'on appelle les hospitalo-universitaires. Tous ceux-ci sont en place et leurs contrats sont en place et la direction générale assure le contrôle et le pilotage de l'hôpital.
Le concessionnaire, son travail, c'est de débarrasser la direction générale de toutes les tâches ingrates de gérer un hôpital au jour le jour. Quand vous avez votre chirurgien qui arrive au bloc opératoire, il a déjà préparé, il a été habillé. S'il est le directeur de l'hôpital, quand il entre au bloc opératoire, c'est pas là-bas qu'on va venir lui dire qu'il n'y a pas d'eau dans les toilettes. Ce n'est pas son travail. Quelqu'un d'autre doit s'occuper de ça, où les malades n'ont pas mangé, où il n'y a pas de carburant pour le groupe électrogène. Ce sont ces tâches ingrates qu'on confie aux concessionnaires pour que l'hôpital fonctionne normalement, pour que les médecins se concentrent sur le travail de soigner les malades. Pas de se préoccuper de savoir est-ce qu'il y a des difficultés d'approvisionnement, est-ce que le véhicule ne fonctionne pas, est-ce que l'ambulance a des pneus. C'est quelqu'un d'autre qui doit faire ça. Et c'est ça qu'on a confié aux concessionnaires. Pour le personnel, je vous le répète, tous les fonctionnaires vont être transférés à l'hôpital d'Onka, à partir du camp Kamaïn. Tous les contractuels et les autres vont aussi être transférés. Les stagiaires et les bénévoles qui sont là, qui se sont sacrifiés depuis plusieurs années. Le minimum de reconnaissance qu'on leur doit, M. Camara, c'est de leur permettre d'intégrer dans la fonction publique en tant que Guinéens. Nous allons leur donner un petit test de placement. Ensuite, le concessionnaire va les former s'ils ont besoin d'être formés. Ceux qui sont bien, on va les amener là. Et moi, je vais demander au gouvernement de m'autoriser à les recruter à la fonction publique pour leur donner un minimum de dignité, afin qu'ils puissent aussi travailler, avoir un salaire, nourrir leur famille et contribuer au développement de leur pays. Ce n'est pas une grande ambition, mais si tous les Guinéens se retrouvent autour de ça, on va avoir le premier hôpital en Guinée qui fonctionne sur le modèle moderne. Et si ça marche, on va appliquer dans tous nos hôpitaux. C'est la mission que j'ai reçue du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, et que j'essaie de faire en toute franchise, en toute sincérité et en toute humilité. Monsieur le ministre, à quand le lancement officiel des activités de l'hôpital d'Onka? Eh bien, monsieur Camara, je vous disais tantôt qu'il y a déjà un programme d'ouverture graduelle. Je rappelle à vos téléspectateurs que nous avons face à nous un mastodonte. L'hôpital d'Onka, c'est le plus grand hôpital de Guinée, il fait 630 lits. Il ne nous donne pas le loisir d'aller simplement tourner une manette et tout se met en mouvement. Donc on a mis un programme pour aller pas à pas. Nous avons identifié 4 services, les consultations internes, externes, le laboratoire, la radiologie et la stomatologie qui vont ouvrir, je vous le dis en vous regardant en face, dans les prochaines semaines. En tout cas, pas plus tard avant la fin du mois de juillet. Ensuite, une fois que ça a commencé, nous allons ajuster et ensuite on va passer aux urgences, à la chirurgie, à la pédiatrie, à la gynécologie, pour que dans les 3 ou 6 prochains mois, l'ensemble de l'hôpital ouvre. Et l'ouverture dépend aussi de la rapidité avec laquelle nous transférons le personnel. Pour le moment, depuis 1 mois, le concessionnaire et le ministère a demandé à la direction de l'hôpital de nous fournir la liste du personnel qui doit transférer. Dès que nous avons cette liste, nous allons les transférer automatiquement. La dernière chose que le personnel aussi doit savoir, c'est que l'hôpital n'est pas une institution à but lucratif. Mais l'hôpital doit générer des ressources, M. Camara, pour au moins s'autofinancer. Pour le moment, le gouvernement guinéen dépense près de 20 à 24 milliards de subventions à l'hôpital d'Onka. L'hôpital ne contribue que près de 1 milliard au budget public. S'il ne peut pas contribuer au trésor public, au moins qu'il génère quelques ressources pour s'autofinancer. C'est ça aussi une des ambitions, pour que ça soit une institution autonome qui ne dépend pas uniquement de l'injection de fonds publics pour fonctionner. Merci beaucoup à vous, Monsieur le ministre de la Santé, Dr Mamadou Pété Diallo, qui était notre invité ce soir. Merci beaucoup à vous, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur Camara. La suite de ce journal, mesdames et messieurs, et vous vous rappelez certainement, il y a quelques mois, une jeune dame du nom de Massila trouvait la mort après une opération suivie de viol présumé dans une clinique de Conakry. Les personnes impliquées dans cette affaire devront bientôt comparaître devant la justice. Il s'agit là de l'autre concrétisation de la volonté des autorités de la transition à faire face à ce dossier qui avait suscité beaucoup d'émotions dans le pays. Tcherno Younoussaba. C'est une bonne nouvelle pour la partie civile et les parents de la victime dans le dossier dit de Massila. Le procès pourrait s'ouvrir dans cette affaire qui avait indigné plus d'un en novembre dernier. En tout cas, le procureur de Mafanko annonce la clôture de la procédure et rend publique l'ordonnance du magistrat instructeur. Le parquet de Mafanko informe l'opinion nationale que l'information judiciaire ouverte le 14 octobre dans cette procédure a été clôturée par l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel numéro 235/CAB/TPI 3/2022 en date du 5 juillet 2022 rendu par monsieur le doyen des juges d'instruction. Suivant la présente ordonnance, le magistrat instructeur susnommé a décidé qu'il résulte de l'information des charges suffisantes
contre les ci-dessus nommés. 1. Patrice Lama et Célestin Milimono, d'avoir à Conakry courant août 2021, en tout cas depuis temps non prescrit, commis un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne de mademoiselle Massila. 2. Patrice Lama, Daniel Lama et Célestin Milimono, d'avoir employé des moyens et substances destinés à provoquer l'expulsion prématurée du fœtus ou favoriser l'interruption artificielle de la grossesse. 3. Patrice Lama, Daniel Lama, Célestin Milimono et Sebori Sissé, d'avoir employé des moyens ou substances pour exposer mademoiselle Massila à un risque de mort ayant entraîné des mutilations et infirmités par le fait des violations graves et renouvelées, manifestement délibérées, d'obligations particulières de prudence ou de sécurité imposées par la loi et exigées par la déontologie médicale. Depuis le 14 octobre 2021, le parquet de Mafanko avait mis l'action publique en mouvement et a engagé des poursuites relatives au viol, avortement, administration de substances nuisibles, de meurtres et autres infractions graves. Lors de sa communication, le procureur Abdoulaye Israël Pogomo a déploré la montée de la criminalité et a présenté un tableau sombre lié au viol. Entre 2021 et 2022, le chef de parquet dénombre 76 cas de viol commis notamment sur des mineurs. Tout de même, 70 dossiers de viol sont actuellement en jugement. Et puis, mesdames et messieurs, une tentative d'évasion a été déjouée ce vendredi à la maison centrale de Conakry. Le procureur général, après la cour d'appel de Conakry, fait la situation et donne des instructions en vue de l'ouverture d'une enquête. On l'écoute au micro de Terno Younoussaba. De ce vendredi 8 juillet 2022, aux environs de 14 heures, les services de sécurité en appui aux gardes pénitentiaires ont reçu à interpeller le nommé Ibrahima Mansour Diallo, alias 12 ans, alors qu'il tentait de s'évader de la maison centrale de Conakry, poussant les services de sécurité à boucler les périmètres environnants. Selon les premiers éléments, cette tentative d'évasion aurait été préparée et planifiée par les nommés 1, lieutenant Sidiki, Bala Moïse, Toubabou Keta, Mané, Sekou Fofana, Mamadou Aliou Diallo alias Sapo, Sakamano, Amadou Kamara alias Sepan, Sidiki Kamara alias Ivoirien. Ces personnes sont poursuivies et condamnées pour de multiples infractions criminelles. Elles se sont dans leur mode opératoire attaquées à l'aide des armes blanches et autres instruments au bureau du régisseur, causant la dégradation ou destruction des vitres des fenêtres. Cette démarche visait sans doute à détruire la base de données du système de vidéosurveillance pour permettre à un nombre important de détenus de s'évader sans possibilité d'identifier les auteurs et éventuels complices. Ces agissements ont conduit le parquet général à instruire le procureur de la République près du tribunal de première instance de Kaloum, à engager une enquête de flagrance par la saisine de la direction régionale de la police de Conakry avec l'appui de la direction nationale de l'administration pénitentiaire représentée par son directeur national et son adjoint pour des faits de tentative d'évasion et de complicité. Et voilà, mesdames et messieurs, la série de décrets qui vient de nous parvenir. Décret D 2022-03-44 PRG CNRD SGG portant nomination de hauts cadres à l'inspection générale d'État. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN,
du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique. Vu l'ordonnance numéro 2021 001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux. Vu le décret D 2018-246 PRG SGG du 10 octobre 2018 portant attribution, organisation et fonctionnement de l'inspection générale d'État. Vu le décret D 2021-008 PRG CNRD SGG du 6 octobre 2021 portant nomination du Premier ministre chef du gouvernement. Vu le décret D 2021-011 PRG CNRD SGG du 8 octobre 2021 portant structure du gouvernement. Vu le décret D 2021-059 PRG CNRD SGG du 2 novembre 2021 portant attribution, organisation et fonctionnement de la présidence de la République. Vu le communiqué numéro 01 2021 PRG CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les noms suivants sont nommés inspecteurs généraux d'État à l'inspection générale d'État. 1. Monsieur Abdoulaye Ba, expert comptable. 2. Monsieur Nyake Mami, précédemment chef comptable à la Fédération guinéenne de football Fegifoot. 3. Madame Justine Bossin, matricule 190012R. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 8 juillet 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2022-0346 PRG CNRD portant nomination d'un ministre. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu l'ordonnance numéro 2021 001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le communiqué numéro 01 2021 PRG CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité décrète. Article 1er. Monsieur Alphonse Charles Wright, précédemment procureur général près la Cour d'appel de Conakry, est nommé ministre de la Justice, garde des Sceaux, en remplacement de Maître Moriba Alain Koné. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 8 juillet 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2022-0347 PRG CNRD SGG portant nomination d'un haut cadre au ministère de la Justice, garde des Sceaux. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu l'ordonnance numéro 2021 001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur
à la date du 5 septembre 2021. Vu le communiqué numéro 01 2021 PRG CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité décrète. Article 1er. Maître Billy Keïta, avocat au barreau de Guinée, est nommé chef de cabinet du ministère de la Justice en remplacement de M. Lansine Keïta. Article 2. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 8 juillet 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. La suite de ce journal avec un mot de santé toujours, avec ce projet qui vise les hôpitaux publics et privés du pays. Ces hôpitaux décident donc de mobiliser leurs efforts au sein d'une alliance et c'est justement pour renforcer les capacités de cette structure de soins intensifs en compétences, mais surtout en équipement. Le projet est soutenu par les partenaires à hauteur de près d'1 800 000 €. Sona Sagno et Ali Badara Kondé pour des explications. Lancement officiel du projet Alliance des hôpitaux privés et publics. La démarche vise le renforcement des unités de soins intensifs en Guinée sous la tutelle du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Objectif, développer et renforcer les capacités de cette structure de soins intensifs afin de créer de nouveaux domaines de compétences adaptés aux besoins urgents de la population. L'objectif principal de ce projet est de renforcer les unités de soins intensifs en Guinée pour la prise en charge adéquate des malades en soins d'urgence. Je me souviens encore, quand le Covid commençait ici en Guinée, Berlin nous avait demandé de nous renseigner, de transmettre l'information combien de lits de services urgence il y a en Guinée. Le choc, c'était quand on a appris qu'il y avait 5 pour toute la Guinée. Heureusement, la situation s'est fortement améliorée. Le bénéfice de ce projet de PPP nous permettra de sauver des cas graves et nous éviter surtout des évacuations sanitaires qui coûtent extrêmement cher à notre pays. Aussi par le renforcement de capacités que nous avons à travers ce projet, nous aurons la possibilité de fidéliser et de motiver le personnel de santé. Le projet est cofinancé par la GIZ et les cliniques Pasteur. Ambroise Paré. Ce partenariat public et privé vise la formation de 35 agents de santé en médecine d'urgence, de 14 administrateurs hospitaliers en gestion et 21 maintenanciers biomédicaux. Nous espérons sincèrement que cette nouvelle plateforme qui va être créée entre le ministère de la Santé et le secteur privé puisse définir notre mode de collaboration. C'est un partenariat à saluer et nous nous engageons vraiment à mettre en œuvre toutes les leçons prises, cette formation au bénéfice de la population. Les bénéficiaires de ce projet s'engagent auprès de l'Alliance pour la pérennisation des acquis en vue d'améliorer la qualité de soins des populations en milieu hospitalier intensif. Une question à présent dans ce journal. Comment corriger le déficit en statistiques agro-pastorales? Près de 450 agents enquêteurs et chefs d'équipe vont sillonner les différents périmètres agricoles du pays. Il s'agit là de la première phase du recensement national de l'agriculture et de l'élevage, un outil de planification que nous explique Fodé Camara. Le dernier recensement national de l'agriculture date du début des années 2000. Plus de 20 ans après, les données disponibles ne sont plus fiables. Pour combler ce déficit d'aide à la planification des investissements publics, les activités du deuxième round de la première phase du recensement national de l'agriculture et de l'élevage sont lancées pour corriger toutes les insuffisances. Cette fois-ci, les zones non touchées seront touchées. En tout cas, tous les jeunes ont pris l'engagement qu'ils iront juste dans des zones non touchées, pour que toutes les localités soient couvertes avec ce recensement. Il y a eu quelques ratés, c'est pourquoi nous sommes venus pour encore faire un toilettage, pour aller recenser ménage à ménage dans les zones les plus reculées pour avoir les données fiables.
Cette investigation offre des opportunités d'insertion et de renforcement de capacités aux jeunes. Des jeunes attirés par la promotion rurale. Une sélection qui privilégie les candidats résidents les plus compétents. Si les résidents, les jeunes résidents sont capables de faire le travail, naturellement de les privilégier. Parce qu'il faut qu'on ait un contenu local de nos activités et c'est essentiel pour l'Agence nationale. Donc c'est pourquoi cette fois-ci nous avons utilisé 2 critères pour recruter. D'abord le critère de résidence mais aussi le critère de performance de l'enquêteur. Tous ceux que vous voyez ici, c'est des gens qui ont déjà suivi une formation RNAE mais également de faire un état de lieu. Est-ce qu'il y a suffisamment de locaux pour faire le travail? Et si ce n'est pas le cas, c'est en ce moment-là qu'on dira regardons dans la base de données qu'on avait l'année dernière sous les enquêteurs, prenons les meilleurs pour nous permettre de faire le travail. Le recensement national de l'agriculture et de l'élevage est l'un des volets du projet d'appui aux statistiques agricoles et aux fonciers. Il faut identifier les contraintes pour pouvoir proposer des solutions. En principe, la statistique agricole, c'est la colonne vertébrale du développement agricole. Sans la statistique, on ne peut rien faire. Cet outil de gouvernance et de planification est financé par la Banque mondiale à travers le PDEG. Projet de développement agricole intégré de Guinée. Merci à Fodé Camara pour ces explications. Et puis comment améliorer le quotidien des personnes en situation difficile en Guinée forestière? Après Zérekoré et Yomou, la mission du Fonds de développement social est à Lola. Les autorités de la transition veulent, à travers ces consultations, lutter contre la grande pauvreté sur l'ensemble du territoire national. On fait le point sur place avec l'ANSE Kamisoko. Déterminé à éradiquer l'extrême pauvreté sur l'ensemble du territoire national, le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables est sur pied d'œuvre pour matérialiser l'ambition nourrie par les autorités de la transition à travers le registre social unifié. Les représentants des communautés à la base, des préfectures de Lola et de Beila sont ainsi sensibilisés sur les missions qui leur sont assignées dans l'atteinte des objectifs du RSU. Pour lutter efficacement contre la pauvreté, il faut d'abord savoir qui sont pauvres, ils sont où, quel est leur nom, ils sont dans quel quartier, quelles sont leurs coordonnées, ils sont de quel ménage. Le CNRD, le président de la République, ils estiment clairement qu'on ne peut pas lutter contre la pauvreté si on n'identifie pas d'abord qui sont pauvres. La diffusion des messages dans les langues vernaculaires de la région permettent d'optimiser la communication locale pour que chaque citoyen reçoive ces messages partout où il se trouve. Dans le pays Konya, tout comme dans la ville cosmopolite de Lola, les populations fondent un grand espoir sur cette initiative du gouvernement de Mohamed Beavogui. La préfecture de Beila s'est également engagée à promouvoir les messages et programmes de ce processus jusqu'à la satisfaction totale de notre communauté, dont le bien vivre et le mieux vivre constituent le souci majeur du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. Dans la région administrative de Zérekoré, près d'1 200 000 personnes sont susceptibles d'être enrôlées dans le registre social unifié, soit environ 171 000 ménages d'ici la fin des opérations de ciblage. Et pendant ce temps, la communauté musulmane célèbre demain la fête de Tabaski ou la fête de l'Aïd el-Kébir. C'est la plus importante du calendrier musulman. La fête du sacrifice, comme on l'appelle aussi, sera donc une autre occasion que les Guinéens vont saisir pour prier en faveur de la paix et de la prospérité dans le pays. Et à ce propos, justement, voici la déclaration du ministre secrétaire général chargé des affaires religieuses. Musulmanes et musulmanes de Guinée, chers compatriotes, au nom de son Excellence, colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, celui du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Mohamed Beavogui, et à mon nom personnel, j'ai l'honneur et le plaisir d'informer officiellement la communauté musulmane de Guinée que la fête de Tabaski aura lieu ce samedi 9 juillet 2022 sur toute l'étendue du territoire national guinéen. À 9h00,
À cet effet, les responsables religieux à tous les niveaux sont conviés à prendre toutes dispositions idoines pour l'exécution correcte des présentes instructions. Et je profite de cette heureuse occasion de demander respectueusement à tous les fidèles musulmans d'implorer la grâce de Dieu pour la paix, l'unité nationale, la quiétude sociale et l'apaisement de la transition pour le bien-être des Guinéens. Et puis à l'occasion de la fête de Tabaski, le ministre du Travail et de la Fonction publique porte à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du samedi 9 juillet 2022, jour de la fête, et la journée du lundi 11 juillet 2022 sont déclarés fériés, chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre du Travail et de la Fonction publique profite de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête aux fidèles musulmans de Guinée et d'ailleurs, signé Julien Diambouno. Et à la veille justement de la fête de Tabaski, Celcom Guinée fait des plus heureux. La société de téléphonie offre une quarantaine de moutons à ses travailleurs et à ses clients. La cérémonie de remise s'est déroulée à son siège ici même à Conakry et en présence des citoyens plus que satisfaits. Amadou Touré. Pour accompagner ses travailleurs et ses clients, Celcom Guinée offre 40 moutons à l'occasion de la Tabaski. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne Moutons de la gloire et vise à faire de cette entreprise de téléphonie mobile la plus citoyenne du secteur. Ce n'est pas un jeu de hasard qu'on a voulu organiser, c'est la Tabaski, une occasion importante comme la Tabaski. Nous accompagnons tous les Guinéens. Hier, on a fait la remise de 20 moutons justement pour les employés. Aujourd'hui, c'était pour la clientèle. Le principe de la campagne était d'appeler plus de fois. Parmi les 20 retenus comme gagnants du groupe des clients, nombreux sont ceux qui ont appelé plus de 1600 fois. Pour eux, le numéro 1 des opérateurs est Celcom à cause de ses nombreux cadeaux et bonus qu'il accorde à ses clients. Je suis vraiment très content pour ce mouton, car comme vous le voyez, il va aller vraiment faire ma fête de cette année. Je remercie Celcom. Je suis très heureux aujourd'hui et que vous voyez, je suis dans l'allégresse, dans une immense voix que je ne peux pas exprimer grâce à Celcom Guinée. Avec l'initiative Guinéen Fier, Celcom Guinée s'approche de plus en plus de sa clientèle afin de répondre parfaitement au slogan « Le numéro 1, c'est vous ». Et comme chaque année et pour toutes les grandes fêtes, les forces de sécurité restent mobilisées. C'est pour protéger les citoyens et leurs biens. On fait le point sur quelques mesures prises avec le colonel Morikaba, chargé de communication du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile sur le dispositif sécuritaire de l'Aïd el-Kébir. Dans le cadre de la sécurisation des festivités liées à l'Aïd el-Kébir 2022, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile informe les citoyens de la mise en place d'un dispositif de sécurité avant, pendant et après, composé de 5 000 policiers et de 3 000 sapeurs-pompiers sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, la police nationale a procédé à l'installation des ralentisseurs à travers des barrières. Ces unités seront déployées au niveau des principaux lieux de prière, de réjouissance et les axes routiers en vue d'un bon encadrement de l'événement. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile rappelle que le contexte des fêtes reste un moment potentiellement accidentogène. En conséquence, il invite les citoyens à la prudence et au respect scrupuleux du code de la route. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile invite également les parents à la vigilance et à la responsabilité vis-à-vis de leurs enfants pour faciliter le travail des agents déployés. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile souhaite donc à toutes et à tous une très bonne fête de l'Aïd el-Kébir. Et puis sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, et à la demande du Premier ministre chef du gouvernement à l'occasion de la célébration de la fête de l'Aïd el-Kébir, les membres du gouvernement et ceux des institutions républicaines sont les officiels répartis dans les aires de prière du Grand Conakry comme suit.
Palais Mohamed V, colonel Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Monsieur Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet de la présidence de la République. Ambassadeur Aboubakar Sidiki Kamara, ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale. Monsieur Bachir Diallo, ministre de la sécurité et de la protection civile. Officiant Elhaj Mamadou Saliou Kamara, premier imam. Grande mosquée Faisal. Monsieur Mohamed Beyavogui, premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur Ousmane Gawal Diallo, ministre de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Monsieur Lansine Condé, ministre de l'Économie, des Finances et du Plan. Madame Aïcha Nanette Conté, ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Ce sera donc à la grande mosquée Faisal. Université Gamal Abdel Nasser. Madame Lopou Lama, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Monsieur Mamadou Pete Diallo, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Stade de Bonfi. Officiant Elhaj Suleiman Conté. Docteur Yaka Sidibé, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Monsieur Alpha Souma, ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Ce sera donc au stade de Bonfi. Héliport de la Bellevue. Officiant Elhaj Fodé Ibrahima Kamara. Monsieur Yayasso, ministre des Infrastructures et des Transports. Madame Charlotte Daffé, ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime. Stade de Nongo. Officiant Elhaj Mansour Fadiga. Monsieur Mamadou Nayalembari, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Monsieur Lansana Bea Diallo, ministre de la Jeunesse et des Sports. Docteur Maurice Sandan Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger. Monsieur Abbé Silla, ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Monsieur Moussa Magasouba, ministre des Mines et de la Géologie. Ce sera donc au stade de Nongo. Mosquée turque. Officiant Oustage Ahmad Diallo. Monsieur Guillaume Awing, ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation. Monsieur Alpha Bakar Bari, ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Représentant du secrétariat général des affaires religieuses. Mosquée Fofana Matoto. Officiant Elhaj Isiaga Keita. Monsieur Abdourahmane Sike Kamara, ministre secrétaire général du gouvernement. Conseiller de son Excellence le Président de la Transition. Monsieur Bokar Bailali, conseiller principal. Monsieur Sanfina Diakité, conseiller à l'énergie. Elhaj Tierno Mamadou Ba, conseiller personnel. Monsieur Mohamed Simakan Kamara, conseiller chargé de mission. Monsieur Alpha Oumar Kamara, conseiller juridique. Le lieu, ce sera donc le palais Mohamed V. Et l'officiant, c'est Elhaj Mamadou Saliou Kamara, premier imam. Conakry le 8 juillet 2022 pour le ministre secrétaire général, le chef de cabinet, Dr Jean-Édouard Sagnon. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de Tabaski